Bonsoir Jérémy. Bonsoir, Guillaume et Sabrina, enchanté. Enchantée, on est ravis de te recevoir ce soir pour parler de ton livre qui est sorti cette année, en 2025, Voyage au cœur de votre inconscient familial, se libérer et guérir par la psychogénéalogie. Voilà, aux éditions Le Lotus C'est le lotus et l'éléphant, l'éléphant. ça. Ouais. Avec une très belle illustration d'arbres. Oui. C'est un très beau livre. Ça, c'est Oui. une chose qu'il faut dire. Oui. C'est que c'est Je un, peux pas un trop le livre montrer. de très belle qualité, quoi. On sent qu'il y a un soin particulier qui a été, qui a, qui a présidé à la création de ce livre. Oui, une véritable esthétique et qui n'enlève rien au contenu, à la valeur du contenu, au contraire. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la genèse de ce livre? Bien sûr. Donc, je suis thérapeute, moi, depuis, ça fait maintenant, on va dire, 8 ans, je crois. Après avoir été journaliste et avoir aussi eu une maison d'édition. Donc, les livres, ça a toujours été on va dire, dans ma vie et dans ma passion, surtout l'écriture. Et j'ai commencé avec l'hypnose en tant que thérapeute et principalement l'hypnose qu'on appelle régressive. Donc, pour aller à l'origine, sans limite de temps ni d'espace, donc parfois dans l'enfance, la plupart du temps dans l'enfance, dans d'autres états, dans d'autres vies, dans des sphères aussi symboliques, enfin l'hypnose tout simplement, et l'hypnose sans limite. Et au fur et à mesure de mes séances, je me rendais bien compte que les sujets d'enfance, justement, de famille, eh bien, étaient quand même ceux qui prenaient la plus de place dans notre vie. Hein. Je considère qu'on est qu'on est comme des oignons et on est fait de plein de couches. On est fait de cette couche de qui nous sommes vraiment profondément. Hein, Freud appellerait ça le moi. Il y a le surmoi qui prend beaucoup de place aussi. Hein, ce que l'extérieur, les autres, la construction sociale, etc. Il y a d'autres couches, plein d'autres couches. Et puis il y a le transgénérationnel, ce qu'on a vécu enfant, ce que nos ancêtres nous ont transmis, que ce soit nos parents déjà, et c'est vraiment en général, aller à la louche, peut-être, j'ai envie de dire 80% de nos parents, hein, le transgénérationnel, il ne faut pas forcément toujours aller chercher très très loin. Mais quand un sujet se présente et qu'il ne se débloque pas, on va dire, de façon simple, eh ben, c'est au-delà des parents, donc c'est les grands-parents. Et puis parfois, c'est au-delà, c'est les arrière-grands-parents, et puis parfois, c'est plein d'arrière-grands-parents, et parfois des arrière-arrière-arrière. Donc, on peut aller comme ça très très loin. Et c'est devenu donc à la fois une passion en tant que métier, et puis une nécessité personnelle, tout simplement, comme beaucoup de thérapeutes. Je me suis dit, ça pourrait bien m'aider ça pour moi aussi, pour être plus libre. Pour moi, le transgénérationnel, la psychogénéalogie plutôt, c'est ça, c'est être plus libre, être plus en paix, et être, je dirais aussi, pleinement dans la création de sa vie. Pas dépendre des injonctions familiales, qu'elles soient même inconscientes, la plupart du temps d'ailleurs, hein, très inconscientes. Des habitudes familiales, on n'en sort pas facilement. Donc, d'être plus libre, d'être plus en paix, d'être plus conscient et d'être plus créatif, que ce soit libre de créer, voilà, créer sa vie telle qu'on l'entend, mais vraiment profondément. Et un livre, un jour, est devenu, on va dire, pas nécessaire, mais parce qu'il y en a déjà eu beaucoup, mais j'avais envie de rajouter certaines choses, certains outils que moi j'ai créés, certains outils que j'ai simplifiés aussi, parce qu'il y en a qui étaient un peu compliqués, le génosociogramme, tout ça, c'est des sujets que les gens qui connaissent la psychologie connaissent, un outil un peu compliqué, il faut remonter. Moi, surtout, c'était créer et raconter la méthode que je pratique, qui est, je n'ai pas besoin de faire mon arbre généalogique pour faire de la psychogénéalogie. J'ai pas besoin de savoir qui a vécu à telle époque, à quelle époque ils sont nés, morts, à quelle date, etc. Je ne fais pas une enquête sur les faits, FAITS, je fais une enquête sur ce qu'on a gardé des faits, ce qu'on nous a transmis des faits, donc sur le présent en fait, sur l'arbre tel qu'il est ici et maintenant en moi, pas sur l'arbre tel qu'il a existé ou tel que l'ont construit mes ancêtres, mais tel qu'il vit en moi, et parfois il vit mais pas vraiment beaucoup, parfois il vit trop, parfois il vit mal, parfois il y a des branches cassées, des branches mortes, etc. etc. Donc c'est vraiment sur un arbre, on pourrait appeler ça l'arbre intérieur, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est pour être plus libre ici et maintenant, donc c'est sur l'arbre ici et maintenant, tel que je le porte en moi. Jérémy, qu'est-ce que tu dirais
aux personnes qui ont un peu peur de se lancer dans une recherche de transgénérationnelle parce qu'elles n'ont pas forcément envie de lever un ou plusieurs lièvres, parce que ça peut faire aussi un peu peur, alors qu'on est un peu dans une recherche plutôt de tranquillité ou d'apaisement de soi. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Eh bien, je dirais que vous avez raison d'avoir peur. Désolé. Parce que c'est un voyage magnifique, mais comme tous les voyages, eh bien, il y a des imprévus, il y a parfois des turbulences dans l'avion, il y a parfois des choses qui sont sensibles, très sensibles. Quand vous allez voir quelqu'un et que vous allez raconter votre histoire, déjà, c'est déjà énorme. Le pas, l'effort, parfois qui est nécessaire, demande du courage, Ok, je vais aller déposer mon histoire. Je crois que 90 ou 95% des gens que je reçois me disent, oh là là, mon histoire, c'est du lourd, c'est compliqué, etc. Je leur dis, vous inquiétez pas, 95% des gens me disent. On a tous des histoires compliquées, on a tous en tout cas des sujets à démêler. Donc, oui, ça va être intense, c'est souvent très intense, parce qu'en fait, on va parler des choses qui nous touchent le plus profondément. C'est ça la couche de l'oignon en fait dont je parlais. Elle n'est pas juste épaisse, elle est profonde en fait. Elle nous structure dans notre langage, elle nous structure dans notre façon de vivre, de travailler, d'aimer, de faire l'amour, de penser. Donc forcément, de tout penser, et même tout ce qu'on ne pense pas est structuré par cet inconscient familial. C'est pas moi qui l'invente, hein, ça c'est des pas encore des siècles, mais un peu plus d'un siècle de psychanalyse, la notion d'inconscient familial, elle existe depuis quand même un peu plus d'un siècle. Donc on sait que tout ça nous modèle, voire nous enferme. Donc oui, il va falloir avoir cette, entre guillemets, et c'est à ça que je sers, hein, avoir l'honnêteté, hein, c'est mettre finalement, regarder en face ce qu'on fait bien, nos parents, nos grands-parents, etc. Et est-ce qu'ils n'ont pas fait de bien non plus, sans faire sans les vouer aux gémonies, enfin sans les culpabiliser, mais justement juste en mettant les choses sur la table. Oui, ça secoue, et en plus, une séance, elle va aussi libérer des choses dans le corps, parce que le système nerveux va libérer certaines crispations. C'est vraiment un travail qui joue sur le présent, sur le corps, sur le quotidien. Donc, ça peut aussi être des montées d'émotions, des montées parfois de résistance. Donc, on va être très, non, non, pourquoi vous dites ça? Non, 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 mon père était super, mon père était parfait. Mon père était parfait, mon père était parfait. Votre père était parfait. Votre père a atteint le stade de la perfection. N'est-ce pas une vision un peu infantile de penser que un être, un père, une mère peuvent être parfaits? Vous voyez que cette question, déjà, elle peut bousculer à l'intérieur de nous. On peut les aimer, nos parents, sans pour autant les trouver parfaits. Et en miroir, on peut aussi ne pas forcément les trouver absolument imparfaits. On peut aussi leur trouver plein de choses positives quand on a une histoire douloureuse avec eux, ou pas d'histoire du tout avec eux, ce qui arrive aussi beaucoup. On peut aussi leur reconnaître, ils m'ont apporté ça, ça, ça. Même si j'avais jamais mis de mots, eh bien aujourd'hui, c'est le moment de regarder en face au sens de l'adulte qui regarde en face d'autres adultes. Allez, pour moi, faire une séance de psychanalyse, c'est dire, OK, je veux grandir par rapport à tel ou tel sujet ou par rapport à toute ma vie, mais je veux être grand, en fait. Je veux être grand, je veux être libre, je veux être adulte. Je veux plus vivre dans ce petit noyau familial qui nous oblige quand on est enfant et qui nous enferme par nature, par définition. Si on n'est pas enfermé quand on est enfant, on meurt de froid, on meurt de faim, on meurt de tout, on meurt de manque d'amour. Donc c'est s'émanciper de ça aussi, de cette construction infantile, ce qu'on peut faire spontanément, hein, on n'est pas tous obligés de faire cette démarche, mais quand on doit la faire, c'est parce qu'elle se présente à nous et qu'elle est inévitable quelque part.
il faut que je grandisse sur ce sujet, c'est pas possible. Je veux pas traîner ça encore et encore. Donc voilà, c'est pour ça que ça secoue un peu, mais ça secoue comme vous savez, comme un petit oiseau qui sort du nid et qui est obligé de secouer ses ailes pour s'envoler en fait. Mais on n'aime pas sortir du nid. L'oiseau, il a bien envie de rester dans ce petit nid bien chaud, bien douillet, de ses croyances inculquées, de son éducation, de ses habitudes, etc. Mais son chemin, c'est quand même de s'envoler à un moment donné. Donc on n'a pas forcément très envie, mais au final, quand l'oiseau s'envole, en nous, on va dire, on se dit ça valait quand même le déplacement. Ah, Jérémy, ton livre, il a une particularité, je trouve, c'est qu'il est réellement orienté vers la pratique. Très clairement, on peut, en tant que lecteur, prendre tous les chapitres les uns après les autres, réaliser tous les exercices et avancer comme ça par soi-même. Et donc j'imagine que ça, c'est le fruit d'une volonté de ta part, probablement. Absolument, c'est un livre pratique, on va dire. C'est un livre qui est censé emmener les gens par la main à travers 15 étapes. En fait, il y a 15 étapes. Et c'est, voilà, j'y connais rien, je veux faire un voyage dans mon inconscient familial, mais aussi dans la psychogénéalogie, si on veut apprendre un peu. Ça permet d'apprendre parce qu'il y a quand même les bases, on va dire, théoriques. Et puis, il y a les exercices, les étapes qui permettent de plonger dans son arbre. Et déjà, c'est comme une séance ou un début, une pré-séance quelque part. Mais c'est déjà plein de révélations, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours les prises de conscience sont toujours des révélations. Donc c'est un livre pratique. Au sujet des 15 étapes, on va pas toutes les lister, mais est-ce que tu pourrais nous parler d'une qui te tient particulièrement à cœur? Mais je me disais que j'allais même vous la proposer en fait. Voilà. On va rester soft parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent éventuellement. Donc vous n'êtes pas obligé de nous raconter toute votre vie. C'est vraiment un extrait et quelque chose qui me paraît qui paraît utile pour vous montrer que ça peut être aussi très 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 joyeux et très facile, les prises de conscience. Voilà, on n'est pas forcément obligé de partir dans un travail fastidieux. Voilà. Donc, est-ce que vous connaissez le principe du portrait chinois? Si j'étais un proverbe, si j'étais un film, si j'étais, etc., etc. Une chanson. Voilà. Eh bien, je vais vous inviter. Alors, bon, là, on n'est pas en séance, donc on va faire comme voilà, juste une toute petite démonstration, mais vous choisissez soit la totalité de votre famille, c'est-à-dire les 2 branches, soit une branche, la branche paternelle ou la branche maternelle, ou encore, vous pouvez choisir le noyau familial, c'est-à-dire moi, papa, maman, éventuellement les frères et sœurs. Et vous gardez ça pour vous, mais voilà. Et puis, je vais vous demander ce que vous avez choisi. Si c'était, par exemple, une chanson, laquelle vous avez spontanément en tête? Moi, spontanément comme ça, je pense que ce qui me vient, c'est ça va pas me rajeunir tout ça, mais c'est le premier disque 45 tours que j'ai acheté et j'aimais beaucoup cette chanson qui était de Pierre Bachelet, Elle est d'ailleurs. Ouais. D'accord. Je vais pas la chanter, hein. Non, mais elle est déjà extrêmement parlante et puis elle doit déjà te faire prendre conscience de certaines choses ou on va dire, voilà, ou te confirmer certaines choses que tu ressentais et voilà. Cette chanson, évidemment, spontanément, hein, comme tu connaissais, souvent en psychogénéalogie, c'est pour ça que je pourrais pas tout dévoiler, c'est qu'on fonctionne sur la surprise, hein, sur la question qui me surprend et que spontanément, j'ai envie de répondre ça. Elle est d'ailleurs. Hein, donc, est-ce que c'est la famille qui est d'ailleurs? Est-ce que c'est moi qui me sens venir d'ailleurs par rapport à cette famille? Est-ce que c'est ce qu'on m'a demandé? Hein, est-ce qu'on m'a demandé inconsciemment, on m'a dit non mais cet enfant, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle aille parce qu'elle est d'ailleurs là d'où elle vient.
c'est plutôt là d'où elle vient d'ailleurs, hein, parce on lui a implicitement dit ou fait comprendre qu'elle venait d'ailleurs. Mais pourquoi avoir besoin? Là, je te pose des questions sans que tu aies besoin de répondre oralement, parce qu'on n'est pas dans un cadre thérapeutique et intime. Mais pourquoi on a eu besoin de lui faire sentir qu'elle était d'ailleurs? Pourquoi ce besoin de lui faire sentir et de lui transmettre cette idée qu'elle est d'ailleurs? Alors qu'elle est du ventre de sa mère. Elle est même un enfant adopté serait d'ici, parce que il est de notre langue, il est de notre culture, il est de notre civilisation. Alors pourquoi avoir besoin de lui faire sentir ou de lui faire croire qu'elle est d'ailleurs? Pour lui donner envie de pas rester et de partir? Peut-être. Pour lui donner envie d'être différente? Peut-être que c'était une façon maladroite de lui dire sois différente, autorise-toi à être différente, ne fais pas comme nous, surtout ne vis pas les mêmes douleurs, surtout ne porte pas notre histoire. Donc c'est parfois un cadeau mal emballé en fait. Tu vois, ce elle est d'ailleurs qui pourrait symboliser une souffrance, hein, je me sens différente, je me sens d'ailleurs. En fait, inconsciemment, ce message, c'est peut-être aussi, comme dans cette notion du yin et du yang, il y a toujours un peu de noir, un peu de blanc dans tout. C'était peut-être une façon un peu maladroite de dire tu es d'ailleurs, donc ne reste pas en fait. Mais ne reste pas parce que c'est le sens de la vie de ne pas rester. De ne pas rester dans sa famille, c'est le sens de la vie de ne pas répéter inlassablement les histoires, les erreurs, les douleurs des ancêtres. C'est aussi dire, bah, ce petit oiseau, il est d'ailleurs et il retournera ailleurs. Elle peut être vue aussi de façon très belle, cette injonction, qui est là symbolisée dans cette chanson. Tu vois, ça pourrait être ça, une séance de psychogénéalogie. Intéressant. Et puis, si on était vraiment en séance, je te demanderais comment là tu te sens dans ton corps, ce que ça fait bouger, ce que ça implique comme émotion, comme sensation physique, etc. etc. Et Okay. on continuerait comme ça avec plein d'autres choses. Ben, je me sens bien, moi. J'aime beaucoup ce que tu as posé. Ça m'inspire. Guillaume, tu veux me partager la chanson pour un deuxième exemple ou... Depuis que au début, je me suis dit non, mais il n'y a pas de chanson, etc. Et après, j'ai entendu en moi antisocial, tu perds ton sang-froid. Tu vois? Ok. Donc là, il y a plein de choses. En transgénérationnel, on pourrait parler de la notion de classe, hein, qui est forcément importante, la notion de classe sociale, là, pas seulement d'être rebelle dans l'âme, mais aussi de transgresser, d'être antisocial, c'est donner une injonction à cet enfant. Alors, c'est peut-être ce qu'on te dit, mais c'est peut-être ta famille, comment toi tu l'aperçois aussi. C'est peut-être comme ça que tu l'aperçois, comme une famille transgressive. Mais ça peut être au bon sens du terme aussi, parce que cette chanson, elle est pas négative, elle est joyeuse. Hein, c'est un hymne aussi à se rebeller, et à dire ce qu'on pense, et à pas être le mouton justement ni de sa famille, ni de la vie en général, de faire son propre chemin. Mais il y a la notion un peu rebelle au sens comme ça conceptuel, et puis il y a la notion de classe, quoi, antisocial. C'est vraiment il faut être antisocial, il faut être rebelle, j'allais dire physiquement, socialement. C'était une branche, c'était. Non, là, j'aimerais faire au noyau familial. Ouais. Ok. Donc il y a à la fois antisocial, tu perds ton sang-froid. C'est drôle quand même que, en parlant de transgénérationnel, la chanson, il y a le mot du sang quand même. Il y a la notion de sang, le sang-froid. C'est l'inverse du sang-froid, c'est quand même le sang chaud. C'est la fougue, c'est l'énergie, c'est. Tu vois, il n'y a pas que le titre de la chanson, il y a aussi qu'est-ce qu'elle a. Après, on irait chercher à quoi elle fait référence cette chanson dans ta vie, dans ton parcours, avec quoi elle résonne, etc. Mais il y a la notion de sang, alors qu'on parle de famille. Et on te dit, en fait, antisocial, tu perds ton sang-froid. C'est peut-être aussi, sort de cette, pareil, en miroir peut-être de Sabrina d'ailleurs, c'est un peu sort de cette
cette norme ou de cette organisation-là. Hein. La famille, c'est une petite société. Hein. On te dit, en fait, perds ton sang-froid, quoi, ne respecte pas. En gros, limite, on te donne on te donne, oui, une forme de cadeau en te disant, ne nous respecte pas trop. Respecte-nous dans l'amour, mais ne respecte pas trop. Ne porte pas le négatif. Là aussi, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très parallèle à elle est d'ailleurs. C'est antisocial, tu perds ton sang-froid, c'est vas-y, quoi. C'est vas-y, casse ce qui doit être cassé. Je pense qu'ils n'ont pas été déçus. Ben, tant mieux. C'est juste ce que tu dis là m'amuse parce que juste avant de démarrer cet entretien avec toi, j'avais ma fille au téléphone et ma fille me parlait de ma mère qui lui avait dit j'ai fait 3 enfants qui sont incapables de travailler en entreprise, tous les 3. Ah oui. Elle lui a dit ça un jour. Il l'a dit comme quelque chose avec une sorte de regret dans cette phrase. Je crois pas, non. Je crois qu'il y Non, avait, une sorte de, de constat. oui, de constat et un peu admiratif parce qu'elle, elle a travaillé longtemps dans une grande entreprise. Euh, et, euh, et voilà. Et ça m'a remis en mémoire finalement ce côté qui était très affirmé chez nous de l'anticonformisme. Mais Mhm. sauf on l'a pas concrétisé chacun de la même façon et on l'a pas compris de la même façon. Et la manière dont eux-mêmes comprenaient l'anticonformisme n'était pas celle que nous on comprenait non plus, quoi. Enfin voilà, donc ça a été l'occasion de plein de malentendus, tout ça. En fait, Mais en même temps, il y avait quand même ce désir, je pense, que tu as souligné dans Antisocial, tu perds ton sang-froid, de casser les règles, quoi. De en fait, pas. par nature, tous les enfants devraient casser les règles. Hmm. Parce que les règles de la génération précédente, forcément, ne nous conviennent pas. On peut garder les valeurs, on peut garder une éthique sans pour autant garder les mêmes règles. J'allais dire encore heureusement que les femmes d'aujourd'hui, et encore plus celles qui sont les jeunes et qui deviennent les femmes de demain, cassent les règles dans un monde patriarcal qui dure depuis quelques générations, on va dire. Et donc aussi pour les hommes souffrent aussi de ce monde patriarcal. Donc encore heureux que les hommes cassent les hommes d'aujourd'hui, les hommes de demain et encore en plus ceux d'après cassent les règles qui ne leur conviennent pas, qui ne convenaient certainement pas à leurs parents, mais qui ont commencé à casser les règles en leur temps. Et je pense qu'avoir des enfants, c'est dire, j'en ai pas, hein, je ne parle que que de théorie pour le coup. Et du coup, j'ai pu y réfléchir avec de la distance. Oui, Dire, ben voilà, j'accueille une nouvelle génération qui va vivre sa vie selon ses règles. Elles seront pas pour autant moins bien, et les miennes ne sont pas pour autant moins bien non plus. C'est les règles que j'ai réussi à suivre, que j'ai subies parfois. Mais pour moi, c'est ça là, c'est ça. Donc, on devrait tous, et c'est presque, je crois que c'est philosophiquement, on va dire, ce qu'on fait en transgénérationnel, en psychogénéalogie, c'est apprendre aux gens à dire non, mais en fait, vous respectez des règles là qui vous conviennent plus du tout, en fait. Là, vous respectez une loyauté, hein, c'est le sujet central en psychogénéalogie, la loyauté familiale. Je reproduis des schémas. Je reproduis des schémas, je ne vais pas dire principalement négatifs, mais des schémas qui peuvent être extrêmement négatifs. Mais je les reproduis parce que ce sont ceux qu'on m'a donnés. Parce qu'on m'a dit que c'était ça. Parce qu'on m'a dit que c'était comme ça. Parce qu'on m'a dit que c'était pas autrement. Et que, en dehors du schéma, point de salut. Sauf qu'en moi bouillonne quelque chose qui me dit tout l'inverse. Mais je ne m'autorise pas parce que par loyauté, je reproduis, je reproduis, je reproduis. Donc c'est pour ça qu'on a des reproductions en termes de classe sociale, hein, alors, encore plus dans le monde agricole par exemple. Un ancêtre agriculteur va avoir un fils agriculteur, des enfants, des petits enfants agriculteurs. Ils vont parfois changer, ils vont pas juste travailler la terre. Parfois ils vont changer de paradigme. Enfin, ils vont rester dans le même paradigme. Ils vont travailler dans le bio, pas forcément travailler la terre. Vous voyez, ça va être dans le même milieu quand même. Et parce qu'on reste là, parce qu'il y a une transmission de la terre, il y a une transmission du nom. Et par loyauté, on nous a appris que c'était ça. Bon, on nous a aussi transmis
du capital parfois, ce qui parfois nous enferme, ne nous libère pas forcément, mais parfois nous enferme dans je dois cultiver ce capital-là. Je dois pas la lapsus intéressant, je dois pas capituler. Je dois pas capitaliser sur mon capital intérieur, mais je dois capitaliser sur un capital qu'on me transmet. Et la douleur, elle est là souvent. C'est quand l'un et l'autre sont pas compatibles. Ce qu'on m'a transmis, en fait, je vibre pas du tout au fond, finalement, avec moi, avec ce qu'il y a au fond de moi. Mais par loyauté, je vais éteindre ça. J'éteins cette identité propre que j'ai au profit de l'identité familiale, parce qu'elle me sécurise aussi, cette identité familiale. J'ai un nom de famille, j'ai une certaine identité en termes de classe sociale, j'ai des habitudes. Hein, chez moi, on mange ça, on fait comme ça, on fait ces fêtes-là, on a cette religion, on a ce métier-là, où c'est comme ça qu'on doit être une femme, c'est comme ça qu'on est un homme. Ça fait déjà beaucoup, hein. Donc nous sommes des petits animaux qui répétons par amour de ce qu'on nous a transmis aussi, mais aussi par nécessité de reproduire. C'est-à-dire dès qu'on est des bébés, en fait, on nous apprend à reproduire. On nous apprend à parler en reproduisant les sons. On nous apprend à marcher en regardant, on apprend en regardant les autres faire. Et pour survivre, pardon, je parle vraiment beaucoup, mais c'est parce que je suis vraiment toujours passionné par le sujet, mais n'hésitez pas à m'arrêter. Tiens, je parle beaucoup comme ma mère et ma grand-mère. Bref. Faudrait que je fasse plus comme mon grand-père, peut-être. Par loyauté, parce que quand on est enfant, le bébé de l'homme, le bébé humain, il naît prématuré. Il n'est pas terminé. Que ce soit en termes de construction physique, et surtout d'autonomie. Là où d'autres animaux peuvent déjà aller gambader, hein, un veau, même s'il va téter, il va quand même pouvoir un peu marcher, un peu le petit du cheval, etc. Il y a plein d'animaux comme ça qui sont assez rapidement autonomes. Nous, on est l'une des espèces à être très tardivement autonome dans notre développement. Donc on va développer un attachement à cette structure familiale, à cette mère, à ce père, quand les deux sont là, à plus quand il y a de plus. Parce que si on ne nous donne pas à manger, on meurt de faim. Mais si on ne nous donne pas non plus à manger intellectuellement, on meurt de faim aussi. On ne se développe pas. Donc c'est aussi à manger au sens large. Si on ne nous donne pas de chaleur, si on ne met pas une couette, une couverture, un pyjama, et en même temps, si on ne donne pas de chaleur humaine, là aussi, on peut dépérir. Il y a des études scientifiques qui montrent l'importance du peau à peau, par exemple aujourd'hui dans les naissances. Et si on ne nous donne pas d'amour, d'attention, d'amour, de présence, de qualité, on va aussi mourir. C'est pour ça qu'on est dépendant de toutes les injonctions familiales. C'est pas parce que ma famille était mauvaise, parce que mon père m'a battu, parce que mon oncle a eu des gestes déplacés. J'aime pas du tout cette expression, mais qui est un peu un euphémisme comme ça, vraiment presque, bref, léger. C'est parce que nous sommes des êtres humains que nous sommes dépendants de nos familles, de notre structure mentale. C'est pas juste parce que ma famille est en cause, c'est parce que la famille de l'être humain, depuis toujours, crée ça. Ça permet de dire ça permet aussi de se dire, ok, c'est pas que mes parents que je dois blâmer. C'est pas que leur faute. Ils ont peut-être fait juste ce qu'ils pouvaient. Ils ont peut-être fait des erreurs, certainement d'ailleurs. Mais c'est le passé. C'est le passé, et c'est aussi parce qu'ils étaient des êtres humains, qu'ils n'avaient pas ce recul et cette connaissance,
qu'on peut avoir aujourd'hui, on va dire. Mmh. Et Jérémy, comment est-ce qu'on sait quand il y a un schéma en particulier dont il faudrait se défaire? Parce que par définition, on ne le voit pas en fait, ce schéma, puisqu'on le répète, puisqu'il est là, puisque on en est d'une certaine manière victime. Comment on fait pour élucider cela? Tu parles des croyances familiales d'ailleurs dans le livre. Hein. Pardon? Deux? Les croyances familiales dans le livre. Oui, entre autres. Alors, en effet, il y a des schémas qu'on ne voit pas jusqu'au jour où ils se manifestent vraiment. J'ai envie de dire ou de croire que tant qu'ils se présentent pas, c'est qu'ils sont pas vraiment entièrement problématiques. C'est-à-dire qu'ils ont encore des bénéfices, voire même plus de bénéfices que d'inconvénients. Donc, s'ils se manifestent pas, c'est pas grave. Tant mieux. Donc, Un jour, peut-être, ils se manifestent. Je n'arrive pas à changer de travail ou à trouver un travail. Je n'arrive pas à trouver l'amour euh, ou à garder l'amour ou à trouver une personne avec qui je puisse rester sur longtemps, par exemple. Je n'arrive pas à avoir d'enfants. Hein. Je n'arrive pas à tout. Quand ça se manifeste et que ça devient une souffrance, là, on peut dire qu'un schéma se manifeste. À coup sûr, quelque chose se manifeste. Moi, pour être quand même assez ouvert et j'ai écrit d'autres livres sur d'autres sujets, c'est quand même toujours la couche la plus importante de l'oignon quand il y a un problème. C'est le transgénérationnel. Si par exemple, parce que je sais que c'est un sujet qui vous parle, l'amour, le couple, si je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ou plutôt à rester avec quelqu'un, parce que des gens on en rencontre, ou on peut en rencontrer. Je dis souvent en séance ou en formation, parce que je fais aussi mes formations en psychogénéalogie, on rencontre les gens par hasard, mais on reste pas avec ces gens par hasard. Bien sûr qu'il y a l'amour de personnes qui ont des points communs, etc. Tiens, des points communs, comme quand on a des points communs avec sa propre famille. Donc on a l'impression de rencontrer une nouvelle famille ou quelqu'un avec qui on pourrait faire famille. Mais ça va plus loin que les points communs. Dans les couples, il y a souvent des miroirs, ce qui peut créer des couples fusionnels ou pas d'ailleurs. Hein. Le miroir ne fait pas forcément que le couple devient fusionnel. Il y a souvent des miroirs même assez étonnants dans les dates de naissance, par exemple. Pas forcément la sienne, hein, mais parfois, tiens, mon père est né le 16 avril et le tien aussi. Ou tiens, mon père s'appelle Michel et ta mère s'appelle Michel. Ok. Ou toi, tu as vécu ça, hein, au-delà de ces faits, là, de ces événements notables, biographiques. Il y a, ah tiens, toi, tu as vécu ça, toi, tu as vécu tel type de souffrance ou parfois de violence, parfois même d'événements très positifs. Eh bien, ça va matcher en face et ça va créer, comment dirais-je, comme un appel. En fait, on va s'équilibrer dans un couple. La notion de l'équilibre, elle est fondamentale. Et en fait, c'est pas que moi, Jérémy, et en l'occurrence moi, mon mari Gabriel, qui nous équilibrons. C'est aussi ce que j'aime de son histoire qui équilibre ce que je n'ai peut-être pas vécu dans la mienne, dans mon histoire familiale à moi. Ce que j'aime, c'est pas que la personne, c'est la personne et toute son histoire. Donc, sa famille. Même quand je la connais pas, elle vit en lui, elle vit par ses mots, ses gestes, ses histoires, ses anecdotes, etc. Donc, d'une certaine façon, on va aussi chercher dans l'autre quelque chose qui vient peut-être compléter ou équilibrer ou guérir parfois quelque chose en nous. Et si on ne rencontre pas, en tout cas si on rencontre des gens mais qu'on ne crée pas un début de relation, une relation longue, c'est peut-être qu'on n'est pas encore prêt à aller se confronter à cette, je disais un mot technique un peu, à cette exogamie, enfin c'est à l'autre.
à l'étranger. La famille, c'est l'étranger, l'autre famille. Ah, vous faites comme ça? Vous pensez comme ça? Vous osez aller jusque-là? Vous me voyez comme ça? Ça peut être très perturbant. Si moi, toujours, on m'a dit, tu es nul, tu es pas capable, tu n'y arriveras pas, etc. Bon. Et qu'un jour, j'encontre quelqu'un, non seulement qui me dit, mais moi, je crois en toi, mais je crois en toi parce que ma famille a cette croyance que tout est possible. Ah, mais je vous adopte tous. J'adopte pas que la personne que je rencontre, j'adopte la famille. Et donc, on élargit comme ça, quand je disais, le petit oiseau va déployer ses ailes et voilà, c'est ça le sens de la vie. C'est aller se confronter. Là, j'ai dit, bon, c'est aller se confronter à des choses très positives pour guérir des choses très souffrantes en soi, mais aussi l'inverse. C'est, ah, vous faites ça. C'est aussi s'offrir, lapsus, deuxième lapsus, s'offrir et s'ouvrir à une histoire de, ah, vous faites, ah, vous êtes, waouh, toi, t'as vécu ça. Waouh, c'est dur. Moi, j'ai pas du tout vécu ça, mais du coup, ok, grâce à toi, j'ai peut-être élargi mon champ, ma conscience de la nature humaine. Euh, Toi, t'as vécu ça, mais quand même, t'arrives à pas en vouloir à tes parents, par exemple, ou à celui ou celle qui t'a fait du mal. Oh, peut-être que cet exemple-là va venir m'aider à moi pardonner à quelqu'un dans mon histoire. Donc, c'est pour ça que c'est ça que j'avais pensé avant qu'on parle ce soir ensemble. Pour moi, c'est ça, faire couple. C'est pas que couple, c'est faire famille. Hmm. Être deux, pour moi, c'est déjà faire famille, mais au sens, vous voyez, très large, au sens transgénérationnel de faire famille. Euh, cette altérité, elle est le sens même de la vie, je crois. Donc, mon conseil, allez, si vous ne trouvez pas quelqu'un, euh, ou si vous avez longtemps que vous n'avez pas une relation, eh bien, allez chercher quelqu'un de très différent de vous, par exemple. Peut-être que vous avez essayé, le schéma, c'est peut-être que vous avez essayé à chaque fois de trouver quelqu'un qui vous rassure, parce que c'était comme ça dans votre famille, parce que un homme, il devait être comme ça. Donc, vous avez essayé de chercher comme votre papa il était, ou comme votre oncle ou vos frères. Et donc, bah, peut-être, en fait, c'est peut-être ça le problème, c'est que on se marie pas avec son papa, comme on dirait dans Podane. Donc, peut-être que c'est quelqu'un d'extrêmement différent qu'il faut choisir. Ça va vous faire peur, ça va être très nouveau, ça va être très intense, ça va être très déstabilisant. Mais si on n'est pas déstabilisé par l'amour, on sera déstabilisé par autre chose. Donc, autant être déstabilisé dans l'amour et par l'amour. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable et, et voilà. Mais on sera déstabilisé. Quand on est dans un schéma, on n'est pas que dans une prison, on est aussi dans un cocon. Et il faut aussi casser les cocons parfois. Le papillon, pardon, la chenille, elle doit casser son petit cocon pour devenir un papillon. Et les gens et moi, hein, et tous les gens, dont moi, on aime nos petits cocons, nos petites habitudes, nos petits réflexes, et à un moment donné, bah, ok, c'est bon, j'ai fait le tour de mon petit cocon. Et si je devenais un papillon et que j'allais expérimenter? Alors, à propos de l'expérimentation, ton ouvrage se termine par des rituels de libération, comment on pourrait peut-être dire guérir de tout ce qu'on a pu trouver dans l'inconscient familial de limitatif Ouais. et de tout ce qui est des moyens de libération. Est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux de ces moyens de libération? Moi, j'ai trouvé que c'était très créatif, cette partie-là. En effet, il faut être créatif. Dans ces moments-là, je souligne quand même que les moments de libération interviennent à la fin du travail. Il faut accepter de prendre le temps, d'essayer de démêler, de comprendre, etc. Tout le monde veut libérer son arbre généalogique, ou en tout cas beaucoup de gens qui viennent nous voir veulent se libérer.
comme s'il fallait tout purifier, tout laver à la javel. Pas vraiment en adéquation, on va dire, avec ce tout nettoyer, tout purifier, libérer tout le monde, et les ancêtres, et les âmes des ancêtres. D'abord et avant tout, le travail de prise de conscience, c'est ça le travail de libération. En plus, pour l'ancrer, on pourrait dire, on peut faire, par exemple, des lettres. Toute la partie des lettres qui est de s'adresser soit à une personne en particulier, qu'elle nous ait fait du bien, du mal ou pas, qu'on l'ait identifié comme ce qu'on appelle l'ancêtre référent, c'est-à-dire j'ai beaucoup de points communs avec cette personne. J'ai vraiment beaucoup de points communs avec cet ancêtre. Euh, je reproduis inconsciemment un schéma et je retrouve parfois des dates de naissance ou de mariage ou de mort qui coïncident. Je retrouve un prénom. Hein, par exemple, il peut y avoir un prénom ou comment je pourrais dire une partie du prénom. Ça peut être Estelle, Christelle. Bon, si j'ai une ancêtre qui s'appelle Estelle et je m'appelle Christelle, peut-être qu'il y a un point commun, ça peut être mon ancêtre référent. D'accord? Si en plus cette dame était très croyante, très religieuse, voire même elle était pourquoi pas nonne, etc. Et moi je m'appelle Christ, elle. Vous voyez, il y a quand même c'est ce qu'on appelle une intrication, c'est-à-dire je suis comme intriqué avec cet ancêtre. C'est comme si je vivais le programme d'une ancêtre, ou programmé pour rejouer la vie d'une ancêtre. Et donc, je n'arrive pas à vivre ma propre vie. Il faut aller démêler pourquoi, il faut aller démêler avec les prénoms, avec les dates, avec ce qu'on ressent dans le corps, et après avec la méthode que moi j'ai développée, qui est beaucoup plus kinesthésique, on va dire, en termes de réaction, de validation corporelle, physique, somatique. Donc la lettre, elle permet ça, elle permet de s'adresser à et à dire je te rends ton histoire, par exemple. Je te remercie pour tout ce que ça m'a apporté, mais ça ne me convient plus. C'est comme si on faisait une rupture de contrat. Ça peut être donc les lettres à une personne, ça peut être à toute sa famille, à ses parents, à tout son arbre même parfois. Parce que je dis, comment dire, l'une des principales souffrances, ça va peut-être vous étonner ceux qui vont écouter, mais l'une des souffrances qu'on retrouve souvent, c'est d'avoir une famille. Bien sûr qu'on aime les personnes, bien sûr qu'on aime des moments qu'on a partagés avec ces personnes, mais parfois le fait même que d'avoir une famille peut être une charge et vécue comme la pression qui vient tapisser tous les sujets de notre vie et donc nous enfermer. Et donc, il faut dire merci à cette famille, mais il faut dire aussi merci, mais non merci, quoi. Il faut dire merci, mais merci, mais. Donc, on va faire le tri comme ça avec les lettres, notamment, ça peut être très recommandé. On peut faire aussi ce qu'on appelle des actes psychomagiques. Il me semble que vous avez reçu il n'y a pas longtemps Elisabeth Horowitz. Oui. Des spécialistes françaises, peut-être même mondiales, des actes psychomagiques. C'est quoi un acte psychomagique? C'est en fait matérialiser, comme dans un petit rituel, la décision ou ce qu'on aurait pu dire dans une lettre, ou la décision qu'on aurait pu prendre mentalement, mais c'est la descendre, on va dire, dans le corps et dans le réel. Celui qui a commencé, on va dire, ou popularisé ça, c'est Alejandro Jodorowsky, avec la psychomagie, avec le théâtre de guérison. Donc c'est vraiment mettre en scène sa guérison. Si par exemple je devais me désintriquer de cet ancêtre qui s'appelle Estelle, qui était une bonne sœur, une nonne, et du coup j'arrive à rencontrer personne parce que je suis programmé pour revivre le célibat de cette nonne, par exemple, eh bien je pourrais prendre une poupée, la déguiser en nonne, et aller peut-être la déposer devant une église. Parce que la nonne, elle doit être peut-être dans ce milieu-là. Elle doit pas être chez moi. La nonne, c'est comme
un geste cathartique comme ça de non, la nonne, ce n'est plus moi. La nonne, ça doit pas être moi. Ça doit être cet ancêtre que je rends à l'église. À la chose de se consacrer à l'église, je la respecte dans son choix, je la rends à l'église. Et on peut aller plus loin. On peut faire la lettre, on peut faire ça. On peut, Jodorowsky va très loin. C'est pour ça que je prends des pincettes là, parce que je me dis jusqu'où je peux aller. Allez, on y va. Je peux me déguiser en nonne pendant une journée, par exemple. C'est ce que Jodorowsky pourrait conseiller ça. Mais en dessous de l'habit de nonne, je mets autre chose. J'accepte que sous la nonne, comme si c'était des poupées russes, des poupées gigognes, je veux bien que la nonne, ce soit la face acceptable à ce que je veux montrer au monde, mais en dessous, il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être, que sais-je, ou rien d'ailleurs. Il y a peut-être cette liberté là. Et puis vivre avec cette double identité pendant un temps pourrait bien se dissocier d'une certaine façon. On pourrait parler de se dissocier de ce qui n'est pas moi et de prendre ensuite, je sais pas, au bout de la journée, de prendre les habits de la nonne et puis les brûler. Bon, les brûler ou les enterrer ou les offrir, les déposer dans un point relais chez Emmaüs, par exemple, pour que ça soit voilà, dans le cycle du recyclage. J'aime bien l'idée du recyclage. Donc, de se séparer de cette, on parlerait de sous-personnalité, par exemple, en psychologie. On parle de cette partie de moi. Je ne veux plus être cette personne. Voilà, ça peut venir accompagner le travail de prise de conscience. Super. Bon, eh bien, Merci. merci pour cet exemple, Jérémy. Est-ce que tu peux nous dire le mot de la fin? Je crois que je dirais pas mieux que Jodorowsky, dans son livre est sous-titré La famille, un trésor, un piège. Trésor ou un piège. Je crois qu'il faut faire le tri. Parfois, il y a certains pièges qui sont mal emballés et qui sont en fait des trésors au fond. En tout cas, il faut aller chercher toujours la lumière dans ce qui nous a fait du mal. Et je crois qu'être adulte dans ce monde tel qu'il est, 3 petits points, ok, c'est pas facile. Ça n'a jamais vraiment été facile. Hein. On a l'impression que ça s'arrange pas. En fait, c'est ça le problème. Au moins, autorisons-nous à être libres de notre famille, de notre histoire. Nous ne pourrons pas être libres socialement, entièrement, en claquant des doigts demain matin. C'est un peu plus compliqué, on va dire. On peut pas vraiment être libre, sauf à vivre comme un moine bouddhiste de la charité, ou voilà par exemple. Mais tout le monde n'a pas cette capacité, on va dire, ou cet objectif. Déjà se libérer de ce schéma familial, de ce carcan familial, dans l'amour. C'est de se libérer d'eux, mais dans l'amour, de se libérer de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils n'ont pas dit, de ce qu'ils ont transmis, de ce qu'ils n'ont pas transmis, mais tout en restant dans l'amour. C'est le plus beau qu'on puisse se faire. C'est au moins cette liberté-là. On peut pas, nous sommes des petits êtres fragiles. Hein. Le corps humain, il est extrêmement fragile. On se pique avec une aiguille de rosier, on pleure parce que ça pique, etc., etc. Donc on est hyper fragile. Mais on a aussi une énorme force qui est notre capacité à vivre dans l'amour et dans la conscience. Et faire ce travail, c'est vraiment se fortifier, c'est devenir adulte. Ce n'est pas qu'un mot, un gros mot, parce que j'ai beaucoup de personnes, moi, qui vivent le fait d'être adulte comme c'est chaud, c'est dur.
On comprend pas. On dit pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi on change pas de monde, d'organisation, de vie, de corps parfois? Les réponses, elles sont souvent dans l'arbre. La force qu'on peut aller trouver dans l'arbre pour vivre, elle est incroyable. Voilà. Super, Eh ben, merci Jérémy. merci. On rappelle le titre de ton ouvrage, Libérer. Non, c'est pas ça, pardon. C'est Voyage au cœur de votre inconscient familial. Et c'est sous-titré à l'arrière, Libérer l'énergie transgénérationnelle en 15 étapes. Avec ce Merci message beaucoup. que tu viens de nous donner de rester dans l'amour, qui est tout à fait, c'est très université de l'amour, ça, c'est très bien. On est complètement d'accord avec toi. Et moi, c'est presque l'éveil au monde intérieur, c'est l'université de la conscience presque. Tu vois, c'est se dire, ok, il y a des choses à l'intérieur, et il y a encore des étages de force, d'énergie. C'est pour ça qu'il y a le sous-titre avec le mot énergie. En fait, on a une énergie, on a une capacité, on a une puissance, et voilà. Et dans la prise de conscience, vraiment, il y a des choses qui sont incroyables. Merci de votre accueil, en tout cas. Merci Merci, Jérémy. merci à toi, Jérémy.